Bonjour, bonsoir, chers amis téléspectateurs. J'espère que votre rentrée s'est bien passée, que vous n'avez pas trop de soucis avec ce nouveau confinement ou que vous n'en aurez pas. Et surtout, que vous resterez courageux et discipliné parce que nous dit-on, il faut l'être, et puis c'est vrai. Il y a des circonstances qui font que voilà, nous ne sommes pas libres de faire, d'être, de vivre comme nous le voudrions, puisque la situation étant ce qu'elle est, nous devons nous plier à la discipline qu'on nous demande de respecter. Sur l'actualité, j'espère qu'on a un petit peu évolué, que les esprits se sont calmés et puis que vous avez eu le temps de prendre de la distance, de réfléchir, d'observer et puis d'essayer que vous avez pu échapper ou que vous échappez aux manipulations. En tout cas, ce qui est important, c'est que vous soyez bien documenté, que vous restiez justement, on va dire, proche de ceux des courants de pensée, en tout cas, qui vous éclairent et non pas qui ont l'intention de vous faire avaler n'importe quoi. Donc, restez vigilants et puis surtout, soyez critiques. Personne n'empêche personne de parler, c'est vrai, si, c'est une vérité vite dite, parce qu'en réalité, non, ça n'est pas vrai. Il y a beaucoup de gens qui empêchent d'autres gens de parler. Mais enfin, vous comprenez ce que je veux dire? Quand vous attaquez ceux qui parlent ou ceux qui essayent de faire avancer la situation de la société dans laquelle nous sommes, parfois, vous frappez à tort et à travers et vous ne vous rendez pas compte que vous brisez certains élans qui sont nécessaires à une société. Nous sommes à une étape de notre vie, de la vie de notre société, qui va changer l'orientation du cours de nos vies, mais le cours aussi de nos pensées, notre manière de penser notre réalité est peut-être dépassée, ou alors nos conservatismes, ceux qui font que nous déployons des résistances très résistantes, elles devront aussi céder le pas à des pensées nouvelles et puis faire une place à la jeunesse qui, elle, ne pense pas l'histoire, ne pense pas la réalité comme les plus anciens. Et pourquoi est-ce qu'on leur demanderait de se penser dans les cadres qui ont été fixés uniquement par une catégorie de la population? J'ai déjà dit à ce même poste que la société appartient à tout le monde. Elle appartient aussi aux jeunes. Et il ne s'agit pas de les faire fuir pour aller chercher leur vie ailleurs, mais il s'agit de les conserver chez nous en leur donnant une chance de se faire une place dans cette société qui n'appartient pas à ceux qui ont fait main basse sur elle. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Et surtout vous proposer que nous continuions nos réflexions parce qu'il y a énormément de problématiques dont vous n'entendez pas parler dans votre société et qui nous font avancer aussi, qui font la vie, la diversité de la pensée d'un peuple, de ses orientations, de ses chercheurs. On a énormément de chercheurs qui nous proposent des choses passionnantes. Donc il faut que nous allions voir aussi ce qu'ils ont à nous dire. Et puis ceux qui trouvent que je suis un peu maîtresse d'école, je tiens beaucoup à ce que l'émission soit comprise et suivie par beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens dans la rue qui me disent mettez baguette petit moins plus bas, il est trop haut. Et nous avons déjà fait beaucoup d'efforts pour être plus à la portée de ceux de notre peuple qui ont envie de comprendre aussi nos débats. Donc pour cela, ce qu'on appelle en communication, je reformule certaines pensées que mes invités développent, mais de manière trop compacte, trop résumée aussi. C'est pour cela que je demande d'expliquer ou que je reformule ou que je reprends la parole pour expliquer ce qui a été dit, mais je n'ai pas l'intention d'être la maîtresse d'école de mes invités. Donc s'il vous plaît, ne le prenez pas sur ce ton-là et puis allons pas se fatiguer à se trouver des choses à redire. Chacun apporte sa petite partie sa petite réflexion et essaye de faire avancer justement la pensée et de faire en sorte que le plus grand nombre bénéficie de ce que nous apportons dans ce type d'émission que nous vous proposons. Donc je vous remercie de ne pas
voilà, vous perdre en conjecture, d'inventer des choses, des relations qui n'existent pas. On essaye de vous apporter ce qu'on peut bénévolement, mais avec une télé qui nous permet de le faire. Donc, restons dans les choses qui nous élèvent au lieu de nous faire tomber dans les mesquineries auxquelles nous sommes coutumiers, parce que c'est peut-être plus facile d'aller vers ces considérations-là. Mais non, nous, on essaye d'élever le débat et de faire que notre peuple monte, le niveau de réflexion monte. Et pour cela, il faut que nous parlions de manière à ce que tout le monde, le maximum de ceux qui veulent et sont intéressés, le comprennent. Donc, c'est ce que je demande à mon invité de ce soir, qui nous fait le plaisir d'être là pour nous parler de 2 de ses ouvrages. Il nous vient de la Guadeloupe. C'est un chercheur qui a commis donc 2 ouvrages. Donc, il va vous parler ce soir. Bonsoir. Bonsoir, Juliette. Alors, vous êtes Jean-Luc Duvial? Oui, Diolo pour les intimes. Diolo pour les intimes. Beaucoup de gens vous connaissent sous ce pseudonyme. Enfin, oui. C'est un surnom ou c'est un pseudonyme? C'est un nom. C'est un nom. C'est un nom de lignée, en fait, parce que c'est le nom de mon arrière-grand-mère. Ah, très Donc, bien. je suis chez moi. D'accord. Donc, Diolo va vous présenter ce soir ces 2 ouvrages. Le premier s'appelle Rochekam. Alors, j'espère que vous voyez, parce qu'on n'a pas eu le temps de le mettre en diapositive. Voilà, ici, vous voyez peut-être mieux. Rochekam. Origine égyptienne, de la langue dite créole. C'est un mot d'origine... Voilà, très bien. Et décryptage hiéroglyphique de nos us et coutumes. Voilà. Donc, Rochekam, c'est le tome 1, et il reviendra vous parler du tome 2, qui est en fabrication. Donc, cet ouvrage, ce sera le premier dont on parlera. Et puis, on va essayer aussi de vous présenter, si on en a le temps, mais je pense que ça sera intéressant qu'on le fasse, Le secret de Bébé Doc, qui est un roman. Et donc, il va nous dire pourquoi il a choisi de travailler sur Bébé Doc, mais en même temps... nous expliquer peut-être le lien dans sa recherche entre les 2 événements, les deux ouvrages. Donc, de Rochekam, vous allez nous en dire, Diolo, un maximum, puisque nous avons 1h30 pour travailler ou discuter autour de l'ouvrage. Et d'abord, présentez-vous aux téléspectateurs. Alors, je vais dire tout d'abord bonsoir. Je suis Diolo Divial. Beaucoup de Martiniquais, de Martiniquaises me connaissent sous le nom Jean-Luc Divial parce que je suis aussi musicien et j'ai eu l'occasion de commettre un certain nombre de succès dont un titre qui s'intitule Tu comprendras. Mais ce que beaucoup de gens et peu de gens savaient, c'est que j'étais en même temps en période de recherche. Je suis un chercheur indépendant et qui s'est questionné depuis très tôt sur les questions relatives à l'origine de sa langue. Et à un moment donné... De la langue qu'on dit aujourd'hui, langue créole. Oui, la langue dite créole. Mais qui n'est pas une définition... qui n'a rien de créole. Qui n'a rien de créole, mais qui n'est pas non plus la désignation la mieux indiquée. Absolument. Oui, d'accord. Absolument. Okay. Et il y avait, selon moi, urgence à donner un coup d'arrêt à toute une série de fausses toute une série de fausses approches de notre langue et de ce que nous étions. Et comme par hasard, j'ai voulu, alors que je commençais à m'intéresser à la langue égyptienne, j'ai voulu comparer, dans un premier temps, 2 langues qui, à mon sens, n'avaient pas trop connu d'influence occidentale. Donc l'égyptien ancien, le problème était réglé puisque c'était une langue qui était très très ancienne, donc pas de risque, et en plus c'est une langue écrite où on a énormément de documents. Et la langue... Donc vous parlez des hiéroglyphes. Je parle des hiéroglyphes. Donc l'écriture était hiéroglyphique, c'est ça? Voilà, exactement. C'est ça, d'accord. Et deuxièmement, la langue des Kalinago, dont le document le plus important a été relevé par Raymond Breton en son temps. Donc voilà. Et j'ai commencé à nourrir un certain nombre de correspondances entre ces 2 langues anciennes.
Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, je me suis retrouvé devant des formes verbales, des formes grammaticales que j'avais déjà, qui ressemblaient à ce que j'avais déjà croisé. Et à ce moment-là, j'ai été vraiment, je me suis retrouvé un peu devant une interrogation. J'ai cherché et je me suis retrouvé devant des formes verbales qui existent par exemple dans la langue Wolof. Et de là, je me suis mis à faire des comparaisons et j'ai mieux compris la grammaire Kalinago. Donc, la langue Wolof dont vous parlez, c'est celle qu'on a dans l'Afrique de l'Ouest, essentiellement absolument, au Sénégal. Au Sénégal, voilà. exactement. Okay. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, j'ai eu comme un déclic parce que je me dis, mais pendant que tu es en train de t'occuper de cela, en fait, ta propre langue fonctionne sur le même, selon le même mode. Et donc, de proche en proche, je me suis intéressé aux langues africaines modernes et j'ai remonté le fil jusqu'à l'Égypte ancienne. Donc, c'est une découverte accidentelle, je vais le dire très clairement. Et aujourd'hui, nous ne sommes plus au stade des suppositions, nous sommes au stade des certitudes. Il fallait comprendre comment notre langue s'est constituée et il fallait comprendre surtout aussi qu'est-ce qui s'est passé. Au bout de combien de siècles ou de millénaires cette langue s'est constituée? Parce que ce qui nous est dit, c'est que la langue s'est forgée sur nos territoires, Guadeloupe, Martinique, sur les habitations. Voilà. Oui. Or, notre langue est beaucoup plus ancienne que cela, beaucoup plus ancienne que le latin, que le grec, que l'acadien. Et pour aujourd'hui comprendre ce qui s'est passé, on peut remonter même au-delà de la langue égyptienne à la période préhistorique. Voilà. Et ces phénomènes qui ont été qui se sont construits à la période préhistorique ont impacté la langue égyptienne. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'à un certain moment de son histoire, eh bien, l'Égypte africaine, on va dire, a dû reculer devant les invasions. Vers 650, il quitte carrément le pays. Certains se réfugient dans la région, et j'en parle, dont on ne nous parle jamais, qui est l'Éthiopie intérieure. Pour vous figurer l'Éthiopie intérieure, il faut prendre la latitude du Gabon et arriver jusqu'en Afrique du Sud. C'était un gigantesque empire. Les premières cartographies, les premières cartes du début de la cartographie européenne attestent de ce territoire. Mais après, il y a eu des migrations et on retrouve les mêmes correspondances phonétiques, y compris dans ce qu'on appelait avant le Soudan, c'est-à-dire le pays mandé. Qu'est-ce que notre langue en réalité? Eh bien, on cherche 10 000 appellations. Alors, quand vous dites notre langue, pour nos voilà, la langue qu'on appelle créole. Pour nos téléspectateurs, vous êtes en train de nous parler de la langue qu'on appelle créole. Oui. Et vous avez évoqué la croyance qui veut que cette langue serait née de la rencontre entre des Africains et des Européens. Oui, parce qu'en fait, toute l'argumentation qui défend cette thèse repose sur l'infirmité de nos ancêtres, c'est-à-dire qu'ils ne savaient pas parler, ils prononçaient mal le français, et de cette mauvaise prononciation, de cette langue boiteuse, est née une nouvelle langue qui est qu'on a appelé créole. Mais en réalité, non. Et on dit qu'elle est basée sur du vieux français, c'est-à-dire qu'elle serait encore une fois un héritage de la France et non pas des Africains. Ce qui voudrait dire que nos ancêtres n'ont rien produit. Ils n'ont même pas été capables de produire leur langue. Non, mais les théories qu'il y a dans nos régions sont exactement celles-là. Voilà. Et quand on n'a pas d'explication, quand on ne peut pas tracer l'étymologie d'un mot, eh bien, on s'invente une légende pour justifier de cette étymologie par rapport à un ancien français. Or, notre langue, s'il fallait trouver le terme le plus ancien pour le désigner, c'est le copte. C'est la forme la plus récente, la plus moderne du copte. Qu'est-ce que le copte? Eh bien, le copte, c'est le dernier stade connu de l'égyptien ancien. Comment est-ce possible? Eh bien, pour les Européens, les chercheurs européens, aujourd'hui, si vous parlez du copte, ils vont vous dire que cette langue est une langue morte. Or, il y a une linguiste du XXe siècle qui a fait un travail remarquable, qui s'appelait Madame Lila Somberger, et qui a démontré que le copte est toujours parlé et que les langues du pays mandin, le Vaï, le Dialonké, le Wolof, le Soninké, le Bambara, toutes ces langues-là ne sont qu'une seule forme de langue, et c'est le copte.
D'accord? Donc, vous imaginez bien que... Quand on se représente cette population d'ailleurs, elle était noire au départ et on l'a vu se métisser petit à petit. Absolument. Mais elle a continué à véhiculer ces instruments de culture que sont notamment la langue. Absolument, parce que la langue, c'est la boîte noire d'une culture. C'est Alain Ancelin qui le disait. Rendons-lui hommage d'avoir eu cette clairvoyance. Et il faut le dire, Alain Ancelin, qui c'est pour nos téléspectateurs? Oui, c'était l'un de nos plus brillants égyptologues qui s'est intéressé à l'Égyptien ancien et qui a parmi les premiers, vu qu'au-delà de l'alphabet, il y a une écriture symbolique qu'il convient d'investiguer pour mieux comprendre ce qu'est notre langue et l'égyptien ancien. Et en réalité, il approchait la question que nous allons aborder peut-être tout à l'heure, qui est la notion de pensée symbolique. Alors, pour chers téléspectateurs, il faut déplorer que vous n'ayez jamais, peut-être pas beaucoup entendu parler d'Alain Ancelin, qui nous a quittés dernièrement, qui est un Martiniquais, égyptologue, qui est connu de tous les grands égyptologues du monde. Malheureusement, ses travaux ne sont pas répertoriés parmi les ouvrages qu'on nous conseille ou que nous avons l'habitude de consulter. Et c'est un chercheur très rigoureux, très sérieux, qui est une référence. Et cette personne a commis des ouvrages sur la question de l'égyptologie, de la langue même, puisqu'il était linguiste aussi, il me semble, ethnolinguiste. Enfin, alors, il avait une fonction. Alors, il est plus connu pour ses travaux sur l'égyptien ancien. Mais c'est aussi évidemment un linguiste. C'est ça. Donc, en tout qui cas, a travaillé aussi sur la langue du créole. D'accord. Donc, en tout cas, Alain Ancelin, c'est une pointure. C'est une pointure martiniquaise. Si cela vous dit, allez voir ses travaux. Il a même écrit aussi un livre sur la vision de l'esclavage qui est véhiculé, qui est très erroné, et il remet beaucoup de pendules à l'heure. Voilà. Donc, je vous laisse continuer. Donc, il faut comprendre Vous parliez du Copte où on a fait... Ce peuple qui a habité la région des Grands Lacs, qui a habité, alors je cite Jean-Claude Boly, qui est un linguiste, qui a commis un livre qui s'intitule « Origine des langues africaines », et qui explique que il y a eu un empire dans la région de l'Ouganda et du Sud-Soudan. Cet empire a duré plusieurs dizaines de milliers d'années. Sur la base de ces recherches, il s'aperçoit qu'il y a une certaine stabilité de la langue pendant assez longtemps et ensuite il y a des mutations. Donc, il voit tous les mots qui ont été produits et il s'aperçoit en fait que c'est ce peuple-là qui a quitté l'Afrique et qui est parti à la conquête de l'Asie, de l'Europe, parce qu'en réalité, tous les mots de pouvoir qu'on retrouve dans les langues européennes depuis l'époque des rois sont des mots d'origine africaine. Mais en Inde aussi, on a retrouvé, par exemple, une langue qui est parlée au Cameroun, en pleine forêt. On l'a retrouvé, la source du tamoul vient de cette région du Cameroun. Donc il y a cette forme d'irradiation ou de comment on va dire ça, je sais plus. Mais c'est les migrations humaines, c'est l'histoire de l'humanité. Les migrations humaines, et c'est pas étonnant quand on voit que les plus anciens Indiens sont les Andamanais ou Andamans, oui, c'est ça, qui sont des pygmées, en fait, des formes de pygmées. Et toute la côte, les côtes de l'Inde étaient habitées par ces populations-là. Et donc, la question du tamoul, du dravidien, d'ailleurs, a des liens avec ça. Et on a des linguistes très, très sérieux qui ont montré cette origine africaine ces correspondances de la langue qui sont manifestes. Et on retrouve dans le japonais, dans le chinois, des langues. Donc, ce ne sont pas des élucubrations, chers amis. Non. Il faut juste que nous sortions des petits savoirs un peu, très, très réduits qu'on nous donne et que nous répétons. Donc là, on peut essayer d'éclater la bulle et de voir plus grand à partir de notre réalité, parce qu'on nous a dit que sorti de la cale du bateau, on était devenus d'autres choses alors que nous sommes dans une continuité. Jolo, vous défendez l'idée de lignée.
Absolument, Oui. absolument, parce que on s'aperçoit par exemple que si on prend le japonais par exemple, les formes négatives du japonais sont symétriques aux langues du Congo, le Kikongo, le Lingala. C'est assez étrange. Mais quand vous entendez un Japonais, un Chinois parler, moi j'ai toujours ce sentiment d'entendre des Africains parler. Oui, et la façon de poser les accents, c'est troublant. Comme, Toutes les consonnes voilà, aussi voilà. qui font des... Oui. Quand je travaille sur certains thèmes, je suis obligé de me limiter parce que parfois je tombe sur des correspondances qui fonctionnent pile poil avec ce que je recherche. Et je suis obligé de me limiter aux langues africaines modernes parce que sinon je m'aperçois que par exemple les langues de Papouasie-Nouvelle-Guinée, d'Australie, de l'Indonésie, eh bien répondent à ces phénomènes que l'on observe au sein des langues africaines modernes depuis la préhistoire, voilà. Donc, en réalité, ce que je voulais dire, c'est que les Français avaient des filières bien précises où ils s'approvisionnaient, si on peut dire cela, En esclavagie. en personnes, En captifs. en Africains, Africains futurs captifs dans des colonies. Mais ces personnes-là, ils venaient du pays mandé, ils venaient du Congo, et donc ils arrivent. Avec quelle langue arrivent-ils en Martinique, par exemple? Eh bien, ils arrivent avec du copte. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a fait? Pour semer le trouble, nous sommes toujours dans les déterminations. Ah oui, mais vous savez, en Afrique, il y a des milliers de langues, il y a des milliers de peuples. Non, non, il y a un trait commun. Et ce trait commun-là, c'est ce justement qui a permis que notre langue soit ce qu'elle est. Et vous avez, par exemple, dans notre parler de tous les jours, ici, par exemple, en Martinique, vous pouvez avoir un mot, une phrase qui a 6 mots. Dans ces 6 mots, vous pouvez avoir un mot Bambara, un mot Bassa, un mot Wolof, un mot Congo, un mot, par exemple, du copte ancien et un mot de français. Mais nous n'en avons pas conscience. Voilà. C'est simplement que nous n'en avons pas conscience. En fait, il n'y a pas un phénomène de création de langue, mais en fait de superposition de formes de la même langue. Mais est-ce que, si vous deviez adapter ce raisonnement à aujourd'hui, quand vous écoutez des Arabes parler, vous entendez donc une musicalité arabe, et puis pouf, un mot anglais, pouf, un mot français. Parce que là où la langue s'est développée en fonction des réalités sociales, sociologiques, eh bien, il a manqué, par exemple, ceux qui inventent les nouvelles technologies, en tout cas le vocabulaire pour les désigner, sont ceux-là qui donnent le vocabulaire au monde. Et donc, dans toutes les langues, vous entendez parler la structure normale de la langue, ou bien avec ces mots, et classique ou standard, et pouf, vous entendez des mots américains ou des mots français. Dans la langue bavaroise, en Allemagne, il y a 30% de mots de français. Absolument, absolument. Et c'est l'histoire, c'est l'histoire de ce territoire qui explique cette présence. Je crois que la plus grande faiblesse de la théorie qui voudrait que notre langue soit issue des anciens patois français, puisqu'à cette époque-là, il n'y a pas encore le français moderne, c'est de penser que notre langue, c'est un mix. C'est-à-dire qu'on a pris toute une série de mots venant de toutes les régions, on les a mis dans un blender, on a secoué, et puis après est sorti une langue. Non. Il manque l'essentiel, il manque l'ossature, il manque la colonne vertébrale de la langue. Que vous avez la dimension symbolique. Et qui n'est jamais au cœur de la recherche sur l'origine de notre langue. De toute notre culture. Voilà. On a ce manque. Voilà. Oui. Alors, ce qui se passe, c'est que de même que l'ADN est un marqueur indélébile de l'histoire d'un peuple, eh bien, de même aussi qu'il y a un phénomène au niveau des langues qui s'appelle la pensée symbolique ou la sémantaxe, qui est un trait indélébile de la langue. Vous allez voir que c'est quand même extraordinaire. Qu'est-ce que la sémantaxe ou qu'est-ce que la pensée symbolique? La pensée symbolique, c'est simple. C'est la vision qu'un peuple se fait de son environnement. Et sur cette vision qu'il a du monde, eh bien, il va traduire les sons de la nature il va traduire les sons qu'il perçoit dans la nature, il va les reproduire avec sa bouche, et à un moment donné, il va leur associer des idées, des concepts. Si vous voulez, pour se représenter ce que c'est, il faut se mettre à la place,
il faut redevenir parent avec son petit qui commence à peine à marcher, c'est-à-dire à ramper. Il va partir à la découverte du monde. Et tout ce qu'il va voir, il va le porter à la bouche. Ah, ça c'est salé, oui, ça c'est sucré, ce tissu c'est rêche, ce tissu est doux. Mais il va emmagasiner, il a un travail de scientifique parce qu'il va classer ces différentes informations et il va les retenir. Et après, tout ce qu'il va rencontrer, eh bien, il va les classer dans cette catégorie, sucré, salé, doux, rêche, etc. Ensuite, comme il fait partie d'une communauté, il y a papa et maman, eh bien, sa propre vision du monde va être rectifiée par une communauté. Eh bien, au niveau de la création d'une langue, c'est pareil. L'homme observe la nature, il reproduit les sons et il associe des idées. Voilà. Si je dis cra, 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 bon, c'est un son qui a été perçu dans la nature et je lui associe l'idée du rire. Tchouboum, c'est le son de ce qui pénètre dans l'eau, mais je lui associe une idée et ça devient le verbe préhistorique pour dire plonger, etc. Et c'est comme ça que la langue se construit. Par exemple, l'homme va se poser la question toujours, en fonction de ces informations qu'il a déjà, chaque fois qu'il rencontre un nouvel élément, il va se demander à quoi ça ressemble. Alors, pour faire court... Bon, là, c'est pour parler de comment naît une langue. Comment naît... D'accord. Voilà. Donc, c'est pour dire que la façon qu'on a d'expliquer, de penser, oui. D'expliquer notre langue, en fait, c'est une espèce de... Ce sont des raccourcis très pauvres. Ce sont des raccourcis très pauvres parce que finalement, nos chercheurs n'ont pas fait leur travail d'aller justement... Le travail commence. Il est commencé, mais justement de déconstruire toute notre culture, notre vision du monde, les explications de nos vies que nous donnons à notre société, à nos jeunes, etc. Ce sont en fait des croyances, des représentations qui n'ont pas été vérifiées et qui ne sont pas, on va dire, appuyées sur de la connaissance scientifique. Donc toutes ces remarques, ces façons qu'ont nos gens d'analyser leur présence montrent justement une grande faiblesse scientifique. Mais on a pris cette habitude et c'est comme ça que des gens peuvent vous dire je suis créole et ça ne leur pose aucun problème parce qu'on leur dit oui avant ça voulait dire ça mais maintenant ça veut dire ça et ils s'engouffrent là-dedans parce que ça paraît, c'est une façon aussi, une sorte de paresse intellectuelle dans laquelle on a structuré les mentalités de nos peuples. Donc cette langue-là, vous êtes en train de nous dire comment naît une langue, on est bien d'accord que quand nos gens arrivent ici, ils n'inventent rien. Ils viennent avec un bagage. Ils continuent de parler leur langue et de développer des idées, de développer leur pensée symbolique. Et une autre langue qui va venir aussi s'entrechoquer au leur, puisque ça en a plusieurs, et qui va donner cette structure particulière qu'on retrouve dans les sociétés de plantation. Puisque même les Américains, Afro-Américains, ils ont une forme de parler auquel on donne des noms. Alors, cette langue-là, vous l'avez appelée Wichika. Oui, mais je vais expliquer pourquoi. D'accord. Je vais expliquer pourquoi. Alors, pour conclure sur ce premier volet, je veux dire quelque chose. On ne définit pas une langue à son vocabulaire. C'est ça. Voilà, il y a une structure fondamentale qui doit être identifiée. Très important. Alors, ce que les peuples se partagent le plus facilement, c'est le vocabulaire. Donc, on ne peut pas s'appuyer là-dessus. Il faut déterminer quelle est la pensée symbolique de chacun. Et la pensée symbolique, c'est un paradigme, c'est quelque chose de spécifique. Donc, aucun peuple ne peut concevoir une langue à la place d'un autre. C'est ça. Parce que c'est une question de pensée, pensée symbolique. Et c'est une vision du monde. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un certain moment, la pression subie par nos ancêtres du fait de la colonisation, le phénomène de domination a été aussi un phénomène de domination linguistique. Absolument. Donc, certains mots des langues du continent ont été remplacés par des mots français petit à petit, mais toujours selon la logique interne de nos ancêtres. C'est pourquoi, si par exemple je demande qu'est-ce que c'est qu'un gros poêle,
Aujourd'hui, au stade où on en est, on dira gros poêle, ça vient de gros. Le volume, G-O-R-O-S, et poêle, le poil. Et on me dira, ça désigne le chagrin d'amour. Oui, mais pour quelle raison on associe le terme gros au poil? Là, on n'a pas de réponse. Il faut aller plus loin. Et découvrir, par exemple, que le terme gros, par exemple, en langue bassa, ça désigne le poil. Voilà. Donc, quand on dit gros poil, on est devant ce qu'on appelle un syntagme miroir, une forme de tautologie où on a deux termes de langues différentes, un français et un d'une langue africaine, et qui sont porteurs de la même idée. Et c'est pas un concept qui nous vient du français, puisque les Français diraient chagrin d'amour. Ils diraient chagrin d'amour. Peut-être qu'ils ont des d'autres façons de désigner ce phénomène. Mais là, quand vous associez ces deux mots-là qui n'ont rien à voir, d'ailleurs même les deux mis bout à bout ne donnent pas de sens. Oui, tant qu'on n'a pas la logique interne de nos ancêtres, parce que c'est un phénomène de métaphore qu'on retrouve très fréquemment dans les langues africaines, et puis à commencer par les Égyptiens anciens. Et on dit ici que notre langue est très imagée. Et en fait, là, vous nous montrez que c'est pas imagé comme ça. C'est en fait la logique et puis la façon qu'ont les Africains de structurer leur environnement, de le nommer, mais aussi de se projeter dedans. Puisque là, quand vous parlez des sons qu'on entend, mais vous ne parlez pas de l'individu. Maintenant, vous parlez de l'individu dans cet environnement. Et il a une façon de parler de ce qui lui arrive, qui lui est propre. De conceptualiser les idées d'après sa pensée symbolique. Absolument. Et si vous ne savez pas que dans les langues africaines, le mot poil, c'est un homophone des mots pour désigner le chagrin, pleurer, gémir, se lamenter, et que c'est associé aussi au phénomène d'inondation, vous ne comprendrez jamais pourquoi on dit gros poil et pourquoi ça désigne le chagrin d'amour, parce que c'est lié au mythe d'Isis qui pleure à la perte de son époux, et on dit que ses larmes sont tellement abondantes qu'elles déclenchent les crues du Nil. Et voilà pourquoi nous on dit pleurer gros de l'eau. Parce que quand on dit gros de l'eau, c'est une façon de dire pleurer, et on dit là, se lamenter. Le mot gros, on retrouve le mot gros dedans. Oui, mais là, ce n'est pas le terme français, c'est un terme qui désigne... Non, de ce que vous disiez, vous disiez que c'était bassa, un terme bassa. Voilà. Alors, si je veux encore donner un exemple de ce qui s'est passé, alors, nous, on nous parle souvent de proverbes créoles, expressions créoles. Oui, d'accord. Je vais donner un proverbe en lingala. Bois ezali makoloninei kasi alandaka nzela semoko. Bois ezali makoloninei kasi alandaka nzela semoko. Si je dis cela comme ça, les gens vont me dire mais qu'est-ce qu'il nous dit là? On ne comprend rien. Les mots ont été remplacés, les mots de nos ancêtres ont été remplacés petit à petit par des mots français. Et en réalité, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Chien, c'est une quatre pattes, mais ils sont sel chimé et café. Vous voyez, ce proverbe est très connu chez nous. C'est ce phénomène qui explique pourquoi, petit à petit, les mots français sont venus remplacer les mots qui étaient dans les langues africaines anciennes. En fait, le français usurpe ces idées, le substrat d'idées qui contenues dans la langue. Et le français l'usurpe parce que le français ne nous apporte pas autant de richesse que l'imaginaire de nos ancêtres. Oui, voilà, c'est ce qui est extraordinaire. C'est ce qui est extraordinaire. Et on s'aperçoit qu'un mot, c'est jamais un seul. C'est pas un élément pris et isolé. Il a des connexions, parce que les mots, ce sont des énergies, et il a des connexions avec tout. Alors, par exemple, si je prends le mot... Alors, notre ancêtre voit une branche se casser et il se dit, il y a deux phénomènes. Il y a le phénomène d'énergie, de force qui casse cette branche, mais il y a aussi le phénomène de résistance. Donc, il y a deux dimensions déjà. Ensuite, le mot « Ka » revient à désigner l'énergie. Une énergie qui est libre, qui est neutre, mais qui est orientable, qui va dans une direction, qui va dans une autre. Par exemple, ce mot rencontre une idée. « Ka » qui est cette énergie rencontre une idée. « Ka » parler. Eh bien, on se retrouve à parler. D'accord. Mais on a les deux, et puis on a une façon de montrer que ça se fait, ou que c'est fini, ou que ça va se faire. Oui, donc, mais si on revient justement au mot « ka »,
Eh bien, si vous allez dans l'autre sens, eh bien, c'est une énergie soustractive parce que vous tombez dans le hack. Ok. Vous voyez? Oui, oui, oui. Donc, nos mots ne sont pas là de façon Guadeloupe. gratuite, juste pour faire joli. C'est pas un assemblage de lexiques issus de différentes langues. Et puisque, au moment où Chikam sort, qu'est-ce qu'on dit? On dit que notre langue est issue du français avec des mots anglais, des mots amérindiens et quelques rares mots africains. Mais il y a même attendez. quelqu'un qui a sorti un ouvrage pour dire qu'il n'y avait que 13 mots africains dans la langue. Vous vous rendez compte? Oui, mais dans la culture, on nous a dit la même chose. Pour moi, la langue, c'est une dimension de notre culture. Et dans tous les domaines, on a balayé les contenus, les héritages, le patrimoine africain. Alors que quand vous regardez les gens vivre, ils vivent vraiment leur africanité de manière tout à fait régulée, normale. Maintenant, il y a des gens qui ont appelé un courant de pensée qui a appelé la langue qu'on appelle ici créole, on l'a appelé la langue K. Alors, le mot K, c'est l'énergie. Il faudrait plutôt dire ki, chi ou ti. C'est les mots pour désigner la langue. Par exemple, vous allez le Kikongo, c'est la langue des Bas-Congo. Vous avez le Kinyarwanda, c'est la langue des Rwandais, par exemple. Vous avez le Lingala, qui est une évolution phonétique du Ki, et qui est la langue des Bangala. Vous avez le Kiswahili, c'est le ça. Ki, en fait. C'est ça. Et c'est pas loin de toucher, par exemple, tous ces enseignements qu'on reçoit, par exemple, du Moyen-Orient, par exemple, ou l'Asie, par exemple. Donc, on ne dirait pas la langue K, mais on va arriver donc à votre désignation à vous, Wuchikam. Alors, Wuchikam, c'est un terme technique, je le dis toujours. Je suis un individu sur plusieurs millions à parler cette langue, il faut qu'à un moment donné, les spécialistes se réunissent et qu'on tranche cette question. Mais il faut le faire de façon collégiale. Moi, en tout cas, c'est ma position. Wuchikam, qu'est-ce que cela signifie? Nos anciens, quand on vous dit Kemet, en fait, il faut savoir qu'à la fin, il y a un préfixe de classe, mais que le script porte à la fin du terme. D'accord? Donc, en fait, quand on dit Kemet, il faudrait dire Chikam, Chikama. D'accord? Mais c'est aussi le nom de la langue. Le Chikam, c'est la langue. Mais nous, qu'est-ce qu'on a fait en réalité? Il fallait un terme pour dire ce qui s'est passé. En fait, sur nos territoires, on a reparlé la langue de nos ancêtres. Donc, nous, Wuchikam, c'est ça. C'est pourquoi le terme Wuchikam est apparu comme un terme technique pour désigner la langue, non pas... Désigner un processus ou la langue en tant que telle? Alors, quand je dis la langue, il faut bien comprendre. Quand je dis la langue, c'est au même titre que je dis que toutes les langues du pays mandingue sont une seule forme de langue qui est le copte. Il faut penser cette langue comme une unité culturelle avec des formes multiples parce que toutes les formes qu'on observe en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, Haïti, tout ça, existaient déjà dès l'Égyptien ancien. C'est ça qui est extraordinaire. Parce que je retrouve le parler de Martinique, je retrouve le parler de Guadeloupe, je retrouve le parler d'Haïti, je retrouve le parler de la Réunion, de Rodrigue, au sein d'une même grammaire. Au sein d'une même grammaire. C'est ce qui est extraordinaire. Et quand on interroge la pensée symbolique, on comprend pourquoi ces phénomènes sont apparus à un certain moment donné de l'histoire de l'humanité. Voilà. Mais on a, donc dans le livre, on voit qu'il est très très riche et plein d'explications pédagogiques. On va en venir à comment vous parlez de la culture, mais vous êtes parti de hiéroglyphes quand même. Nous sommes partis des hiéroglyphes parce qu'il fallait montrer déjà qu'il y avait 112 termes qui existent encore dans notre parler d'aujourd'hui et que nos ancêtres de la vallée du Nil utilisaient. Cette façon que nous avons de désigner... 112. C'est en l'état des recherches. C'est un choix. Non, mais il y en a beaucoup plus. En l'état des recherches, c'est ce que vous avez trouvé. 112. En fait, c'est la sélection que j'ai faite. J'ai sélectionné 112 termes. À l'époque, j'ai sélectionné 112 termes. Mais il y en a une infinité. Par exemple, ici, nous sommes très attachés à notre histoire et nous avons réhabilité un personnage qui était vraiment honni, qui était le nègre marron. Mais d'où vient ce terme marron? Nous savons que c'est quelqu'un qui a fui l'abomination de la plantation.
D'accord? Et quelle est l'explication qu'on nous dit? Ça vient du portugais ou de l'espagnol, cimarron. Mais une fois qu'ils ont dit ça, c'est terminé. Pourquoi ce terme-là désigne le fugitif? Eh bien, il faut remonter, parce que si vous ouvrez par exemple un dictionnaire copte, le copte qui se parlait dans la région de Thèbes, eh bien, vous allez voir que le mot marron désigne le fugitif. Le mot marron, ça veut dire partir. Vous savez, cette interjection que nous avons pour dire à quelqu'un de déguerpir, de ne pas rester sous nos yeux, marron. Et les gamins à l'école, ils se disaient ça, quoi. À 5 heures, c'était l'heure de la fin des cours. À 5 heures, arrêtez là. Marron. Parce que si je te retrouve sur mon chemin, je te fais ta fête. Eh bien, ce marron-là existe tel quel, avec le même sens, la même orthographe. Gilles Fleureau, par exemple, a chanté en nous profiter à des avant temps là, mais ouais, si nous. Mais ouais, c'est une forme du copte ancien qui désigne la fuite, l'écoulement, donc l'écoulement du temps. Et il y avait aussi un terme pour dire qu'on avait fait l'école buissonnière ou nous avons fait mathébis. Eh bien, on disait, nous mérons l'école là. Eh bien, tout ça, ce sont des formes très anciennes. Très ancienne. Le mot pour désigner... Alors, il y a une constante chez nous, c'est de désigner le taux d'alcoolémie par la graine. C'est extraordinaire. On peut dire, par exemple, ou pas prendre bête pour inviter quelqu'un à prendre un verre, ou pas prendre graine, ou pas prendre la goutte, ou pas prendre sec. Eh bien, tous ces termes-là désignent la graine. Sec, c'est la graine. Bête, c'est la graine et la semence en égyptien ancien. Graine, c'est juste une transposition de la pensée symbolique de nos ancêtres dans un terme français pour devenir graine. Et la goutte, eh bien, c'est une graine d'eau. Donc, vous voyez que la persistance, par-delà les décennies, de la pensée symbolique de nos ancêtres. Et quand quelqu'un va avoir bu 1 ou 2 verres et qu'il sera un peu pompette, on dira « ignon graine ». Voilà. Mais pour nos téléspectateurs, donc quand vous parlez de pensée symbolique, c'est pour qu'ils se représentent bien ce que ça veut dire. On a des gens qui sont habitués à ce vocabulaire et d'autres pas. Vous leur dites en fait qu'on a une manière de regarder par les métaphores. Vous avez utilisé le mot tout à l'heure. Des métaphores, c'est-à-dire une manière imagée de dire les choses. Voilà, de dire les choses. Et quand vous dites manque apprenti sec, ça n'est pas sec, c'est loin d'être sec. Oui. Et pourtant, vous désignez l'action ou la boisson comme étant... Donc, c'est pas la boisson en tant que telle qui est sèche ou qui sec, c'est quelque chose qui est de l'ordre d'une construction. Donc, vous comprenez bien que parfois, vous dites des choses qui n'ont pas l'air d'avoir un rapport avec la chose elle-même, mais dans vos esprits, il y a un lien. Et c'est ça la construction d'un peuple. Chaque culture fait ses constructions. Et pour ça, vous avez l'impression que oui, mon apprenti sec, ou bien mon café, ou bien mon marron, ou bien ceci, cela, ça a une réalité pour vous. On dirait aussi, même pour des petits repas, des petites choses simples qu'on fait chez nous, si vous dites à quelqu'un, manger un bon tinelamouri qui n'a rien de lien, aucun lien culturel avec vous, la personne ne saura pas ce que ça représente dans votre culture. Vous voyez, donc seuls ceux qui ont des correspondances avec vous comprennent bien cette dimension imagée, symbolique que ça éveille dans votre esprit chaque fois que vous entendez cette chose-là. Donc, ce que le travail qu'a fait Diolo, c'est de remonter en tout cas d'aller regarder qu'est-ce qu'il y a derrière ces images qui sont dans vos têtes. Et ça donne une réalité à la chose. Vous dites, pour tout bon, vous allez nous parler après d'Amiso, du carnaval, de la cuisine. Absolument. Vous allez nous dire, parce que le temps passe malheureusement vite. Oui, bien sûr. Voilà. Mais, juste pour terminer, vous allez voir que le degré d'alcoolémie chez nous se compte en graines. Quelqu'un qui est pompette, on va dire ignon graine, ignon tigraine. S'il a vraiment beaucoup consommé, on dira igrainé. Donc il est chargé de graines, comme un arbre qui est chargé de fruits. Et dont les branches sont prêtes à se casser. Et si vraiment là, il est arrivé
à un stade où il ne tient plus debout, on va dire il chargé. D'accord? Donc chargé de graines. Et on pourra aussi dire il boulait. Mais quelle est la forme de la boule? C'est encore la graine. Vous voyez, ce sont des choses qui traversent le temps sans se dénaturer. Et c'est là la limite de la théorie qui veut que notre langue vienne du français. Vous comprenez bien que notre langue est accessible à tout le monde, mais construire ce type d'expression n'est n'est possible et accessible qu'à ceux qui partagent cette pensée symbolique. Voilà. Et c'est ça la différence majeure. Mais les gens qui apprennent la langue, mais c'est vrai pour toutes les langues, ils accèdent donc à un lexique, à une syntaxe, mais la dimension symbolique, si elle n'est pas, l'apprentissage de la langue n'est pas accompagné d'un cours sur la culture, sur l'imaginaire, sur la symbolique du peuple lui-même, eh bien, on est en face d'une structure un peu sèche. On apprend des mots et une syntaxe et on sait dire les choses. Mais tout l'imaginaire en est ôté. Voilà, absolument. Et c'est le travail que nous faisons en Guadeloupe avec un atelier que nous avons monté qui s'appelle l'école Fombois-Ouchikam. Le Fombois, c'est pas le cœur de la forêt, c'est le lieu où le disciple reçoit les initiations majeures de sa civilisation, de sa culture. C'est là où il recevra des choses que personne ne lui diront. Et en réalité, nous mettons l'accent sur le fait que c'est vrai, il y a eu un temps où on apprenait à bien lire et bien écrire notre langue. Mais aujourd'hui, il faut dépasser ce stade parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas normal que nous ayons les seuls dictionnaires au monde qui soient dépouillés d'étymologie. Si je dis, par exemple, coquignol, les gens vont me dire « Ah oui, mais ça vient du français croquignol ». Mais pourquoi? Alors que, qu'est-ce qu'un coquignol chez nous? Un coquignol, c'est un poulet dont le cou est dénudé. Voilà. Co, c'est le registre de la volaille. Qui, c'est le cou, c'est la gorge. Et gnol, gnoka, c'est le serpent. Donc, un coquignol, c'est un poule, cocaille, et son coq, ou un poule, kouaï, lisse qu'on pourra serpent. Et vous voyez que le sens prend toute sa dimension. Et aujourd'hui, nous devons rentrer dans la dimension étymologique. Et symbolique, et le travail de décryptage donc, est important. C'est pour cela qu'il faut que les gens qui ont la charge d'enseigner notre langue soient eux-mêmes investis et convaincus de cette dimension culturelle. Or, ce n'est pas forcément le cas. Et pourtant, les faits nous attendent et on peut être dans le dédain, on peut nier 20 ans, 30 ans, mais ce que moi j'annonce et ce à quoi je sensibilise tout le monde, ce sont des faits qui sont indéniables. Vous ne comprendrez jamais ce qu'est la grammaire de notre langue si vous ne touchez pas à la question de la pensée symbolique, parce que vous ne comprendrez pas comment nous sommes arrivés à avoir les pronoms possessifs et les pronoms démonstratifs que nous avons dans notre langue. Nous avons des formes, des pronoms possessifs qui sont les mêmes que ceux de l'égyptien ancien. Par exemple, la première personne du pluriel, tanou, tanou. Les Égyptiens anciens parlaient exactement comme ça. Et c'est la même idée. Oui, voilà. Mais donc, et vous ne comprendrez pas justement pourquoi il y a ces formes. Par exemple, moi je peux dire tant moins. Ici, un camarade peut dire ta moins, d'accord? Oui, en Haïti, on peut dire pamnan. Oui. En Guyane, on peut dire tamo, mopa, voyez, ou poumo. On peut retrouver la même chose à l'île Maurice, mais qu'est-ce que sont tous ces possessifs? Ce sont des possessifs qu'on retrouve tous, on les retrouve dans l'égyptien ancien. D'accord. Donc c'est un phénomène très ancien. C'est ça. Donc quand vous dites origine égyptienne de la langue dite créole, décryptage hiéroglyphique de nos us et coutumes, vous utilisez les hiéroglyphes pour remonter donc à cette langue copte qui a irrigué la langue égyptienne et qui elle-même est le substrat de la langue dite créole ici. Donc, est-ce qu'on peut, si on veut parler
de notre langue, est-ce qu'on peut dire le Wuchikam ou comment est-ce qu'on pourrait la désigner, puisque nous disons maintenant soit le Ka, soit le martiniquais ou le guadeloupéen ou l'haïtien, mais comment désigner cette langue? Et puis en dehors de tous les contenus que vous donnez, puisque vous parlez bien de l'origine de la langue, plus un tas d'autres choses, comment, pour rester un petit peu dans l'appropriation, la compréhension aussi, appeler notre langue finalement? Alors, je crois qu'il y a énormément aujourd'hui de propositions. Cela démontre que c'est une question qui interpelle tout un chacun. J'entends des propositions qui sont intéressantes, par exemple sur le cas. Je dis simplement que le son A ne relève pas de la langue, mais de l'énergie. Bien sûr, hein, la vibration qui sort de la voix, c'est une énergie aussi. On peut le concevoir comme cela. Il faudrait plutôt penser au qui. Sommes-nous prêts à cela? C'est un cheminement à faire. Moi, ce que j'ai voulu, c'est montrer l'unité de cette langue que nous parlons de par le monde. De la penser maintenant, pas comme des isolats où chacun revendique un peu son précaré, mais comme une unité. Il y a une unité culturelle. Oui, mais c'est pour ça que je vous disais. Et donc, parce que, si demain, lors d'un colloque international, il statue en disant oui, on va l'appeler Wuchikam, tant mieux. Mais je dis que c'est une des propositions parmi d'autres qu'il faudra défendre. Il faudra expliquer pourquoi. Nous savons que cette traduction de Wuchikam, ça peut être aussi le néo-chikam, parce que c'est le Wu, c'est le préfixe de la répétition. Donc, c'est quelque chose de nouveau. On parle de nouveau la langue de nos ancêtres. Donc, ça veut dire que c'est un cercle et que notre culture ne disparaît pas. Elle ne disparaîtra pas. Et quelque chose de très important, on veut nous vendre le concept de société créole. Mais qu'est-ce que cela masque? Ça masque que la culture de nos ancêtres était tellement puissante qu'elle a influé et elle a construit, elle a bâti le pays Martinique, elle a bâti le pays Guadeloupe. Donc, il faut à un moment donné savoir, en étant conséquent avec soi-même, reconnaître qu'il y a eu, de la part de nos ancêtres, une africanisation de la société coloniale. C'est manifeste. Mais il faut juste que les chercheurs soient assez cohérents et fassent leur travail. Mais même le peu de choses que j'ai écrites sur notre société, il n'y a pas besoin de creuser pour trouver l'africanité, elle est partout. Donc je comprends. Sur le travail sur la langue, donc vous le menez avec une équipe, et j'ai vu que vous avez cité Dibombari Mbok, qui lui aussi travaille sur... Oui, bien il sûr. fait un gros travail sur les hiéroglyphes. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des correspondances entre vos méthodes? Alors, j'ai utilisé deux méthodes. J'ai travaillé à partir de la méthode comparative historique et j'ai travaillé aussi à partir de la méthode Kuma, parce qu'il y a deux dimensions dans la lecture des hiéroglyphes. Il y a la dimension alphabétique, mais qui vaut son poison d'or. Et il y a aussi la dimension métaphorique, parce qu'à un moment, il faut rentrer dans la culture. La méthode Kuma, c'est celle que défend Dibombari Mbok, qui est une méthode analytique, oui, de hiéroglyphes égyptiens à l'aide des langues africaines modernes. Ce qui montre et démontre que, en fait, cette culture-là, quand vous voulez voir se manifester cette Égypte donc fantasmée par certains. Je ne sais pas si on verrait pas un peu comment vous avez travaillé. D'un côté, vous avez les hiéroglyphes. Oui. Et dans la translittération, c'est-à-dire la traduction en lettres de ces symboles de caractères hiéroglyphiques, le sens qui est porté chez nous et le sens que les Égyptiens donnaient. On ne voit pas, mais enfin, voilà, dans l'ouvrage, vous voyez comment il est gros, il y a tout ce travail de décryptage. Oui. Maintenant, comme je voudrais qu'on parle un peu de Bébé Doc, dites-nous un peu, parce que j'ai été, moi, très fascinée par les traits de culture qui sont de langue égyptienne que vous nous avez reversés dans l'actualité, là, le carnaval, une chanson qu'on chantait beaucoup, et Damiso. Et on n'a jamais su qu'on chantait, c'était une expression africaine. Oui, mais regardez bien quand il se couplait. Adam commune panier des mers, au Vatican panier des papes. Donc ça veut dire qu'il faut savoir discerner. Eda, ouvrir,
Misso, les yeux. Ouvaisier, Adon Commune Panidé, mais Ouvaisier, au Vatican Panidé Pape. Je pense que ce chant-là n'arrive pas par hasard. Il est l'expression d'une conscientisation peut-être politique du petit peuple qui voit et qui se moque, qui avait sa manière de oui, la dérision nous a sauvés. La dérision et de décliner l'actualité. Absolument. Donc, Eda Misso que vous chantez, chers amis, peut-être qu'on le chante. C'est pas une jeune femme qui s'appelle Eda Mise. C'est ça. C'est Eda Misso. Eda Misso. Voilà. Eda Misso. Donc, dans le carnaval, c'était une chanson vraiment très centrale. Et puis, vous parliez aussi des plats traditionnels qu'on avait, parce que vous déclinez ça dans notre cuisine, je vois... Les rites funéraires. Cuisine, carnaval, rites funéraires, musique roca, biguine, belay, mazioca, etc. Vous avez pris des exemples, donc c'est très intéressant à lire, parce que vous tombez effectivement dans une réalité qui est analysée autrement que les espèces enfin, je sais pas, quand je vois qu'on s'est contenté de ces approximations pour parler de nous, mais bon, on peut toujours rattraper le temps perdu, chers amis. Donc, il faut lire et puis critiquer si vous n'êtes pas d'accord. Mais vous allez trouver vraiment des bases pour penser votre réalité, votre langue, votre vie, votre africanité qu'on vous a toujours cachée. Et vraiment, ça vous enrichit, même si vous n'êtes pas d'accord, mais vous êtes riche de ces savoirs-là. Donc, Belay, cuisine, Belay, voilà. C'est une musique sacrée. Oui. Belay, c'est le nom de la plume. La plume, c'est la notion d'harmonie, d'équilibre, de justice, de beauté, d'équité, qui est l'idéal même des sociétés africaines. Par leur structure, la société politique en Afrique est dans cette quête d'équilibre à partir même de l'élaboration de son calendrier, où on cherche à évacuer toute possibilité de désordre, de déséquilibre. Donc on s'attache à faire un calendrier le plus stable, des institutions les plus stables, et ça commence aussi par monsieur, madame, le foyer, comment l'équilibre doit être trouvé. Belay, c'est une musique sacrée, et cela relève aussi du cheminement de l'âme après la mort. C'est pourquoi on voit que le tambour est toujours présent dans toutes nos manifestations et qu'il est présent aussi lors des rites funéraires chez nous. Voilà. La question de pourquoi on lave le mort, par exemple. Vous avez des rites comme les roses qui sont des rites tristes, non? Qui signalent ça. Vous avez le Kaladja, par exemple, qui est un rythme particulier qui est support à la mélopée. Oui, mais ceci, on le retrouve partout. On ne le retrouve pas seulement en Guadeloupe-Martinique, on le retrouve aussi chez ceux qui parlent espagnol dans la Caraïbe, anglais dans la Caraïbe. Oui, on sent l'unité culturelle. Oui. Et même aux États-Unis. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et traduit nous, en on nous a dit fonction... Plérigo de l'eau. Aux États-Unis, on a dit Cry Me a River, par exemple. Vous voyez que c'est les mêmes expressions. Nous, la peau, le corps, la stabilité du corps est un indice de calme, d'apaisement. Un enfant turbulent, on lui dira foutez pour bien. Bien foutez pour là. À la Dominique tout près là, ils diront put your skin right. Vous voyez, c'est la même pensée symbolique. Exact. Peu importe la langue du colonisateur qu'elle a rencontré, qui se développe. Et peu importe où les ancêtres ont été déportés, ils ont traduit les réalités de ces régions à partir de leurs propres capitaux culturels. Je dis capitaux, la langue, la façon de... Parlez-nous un peu de la cuisine et puis après on va parler de secrets. Alors par exemple... Les plats des traditions que nous avons. Alors, il y a une tradition à Noël qui est par exemple de manger le ziam, pois d'ibois, viande cochon. Ce que les gens ne savent pas... Pois d'ibois, pois d'Angole. Voilà. Ou ce qu'on appelle le pois d'Angole. Mais en réalité, le nom, c'est Dibois. C'est pas du bois ou de bois. Vous voyez, ça, c'est les légendes. Oui, bien sûr. Dibois, ça désigne la pierre, ça désigne aussi le chiffre 9, qui est le chiffre de la totalité. C'est le chiffre d'Osiris, parce que Osiris, c'est la totalité. Osiris, c'est Atum. Atum, c'est tout ce qui existe. Dieu, pour nos ancêtres, c'est pas un individu qui est extérieur à la création. Dieu, c'est tout ce qui existe dans la conception de nos ancêtres. Et ça change tout. Et donc, dans le rite de la passion et de la résurrection d'Osiris,
eh bien, il y a ce plat qui vient commémorer. Dibois, c'est la graine. La graine, c'est l'abondance. Parce que ce corps, il a été démembré, mais diviser un corps, c'est le multiplier. Et donc, vous voyez que ces pois d'ibois sont le symbole, justement, de ce corps. Ensuite, vous avez l'igname. Nyama, c'est le nom de la chair. Donc, vous voyez ce qu'on fait là de la communion. Manger, buvez, c'est le corps du Christ. Manger, c'est le corps du Christ. Ce sont des textes anciens de nos ancêtres. Ça représente voilà. ce fait. Et vous avez le porc qui est associé à Seth. Mais Seth, c'est celui qui a provoqué la mort d'Osiris, son frère, qui a démembré le corps. Et là, c'est une victoire posthume d'Osiris quand la viande de porc, elle est démembrée, cuisinée en ragoût. Et on a fait cochon roussi, mais la couleur rousse, c'est la couleur de Seth. Vous voyez? Donc, c'est extrêmement codifié. Tout ce qu'on mange chez nous. On revient un tout petit peu pour nos téléspectateurs. Ce que vous appelez pois d'ibois, c'est notre pois d'Angole ici. Oui. Et à Noël... Cajanus Cajan, vous dire exactement. Cajan, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, Angole, pois d'Angole, ça vient d'Afrique, on le sait, d'Angola ou d'une région. Pois Congo aussi. Pois Congo, pois d'Angole, etc. Ça vient Angole, vous êtes qu'à crier ici, c'est Angola en fait. Eh bien, donc ça, c'est un repas qu'on pratique, j'allais dire, qu'on consomme à Noël. Oui. Donc c'est une fête sainte. Bien sûr. Dans la chrétienté, c'est une fête sainte. Mais comme on a déplacé les croyances et puis la structure des spirituelles de nos ancêtres, eh bien, eux, ils ont comment on va dire ça, lové au cœur de la chrétienté des pratiques qui sont culinaires, mais qui sont d'abord qui rendent hommage ou qui se remémorent une période, une partie de la vie de l'Égypte antique. Donc on retrouve les symboliques que vous avez évoquées avec Isis, avec Osiris et Seth qui est le roux, qui va tuer Osiris, qui va le découper en petits morceaux. Et vous, donc, si on revient à la symbolique donc des ancêtres africains, en fait, on retrouve plein de choses qui se faisaient dans l'Égypte antique et qui sont faites symboliquement dans le plat de Noël que nous avons. Absolument. Et c'est ça qu'il faut... Alors, cher mais c'est comme notre façon de faire la Toussaint. Oui. Voilà, qui est spécifique. C'est spécifique. Voilà. Et c'est la fête de Ouag en Égypte. Voilà. C'est exactement la même fête. Oui, quand on fait le bain des marées, qu'on va nettoyer les maisons avec les plantes, en Haïti, ils appellent ça fête Makaya. Mais Makaya, ça veut dire les feuilles. Vous voyez? Eh bien, c'est aussi la fête qui avait lieu, c'est les rites du mois de Koyak, les rites de purification. Donc, même sans le savoir, notre peuple a gardé beaucoup de ces traditions qui se sont détraditionnalisées, ou en tout cas désymbolisées. Mais, chers amis, si vous faites l'effort de reprendre la symbolique, eh bien, vous êtes dans quelque chose qui vous projette ou propulse des millénaires en arrière. Et donc, ce qu'on appelle la mémoire collective, qui est multimillénaire, de votre peuple à garder. Donc, n'allez pas dire que vous avez cessé d'être africain, puisque vous portez le monde et ses traditions. Voilà où je voulais en venir. Okay. Être africain, c'est pas simplement une question de phénotype, c'est pas simplement avoir les cheveux comme nous avons ou la peau comme nous avons. C'est d'abord une question de pensée symbolique. Et tous ceux qui se disent « je ne suis pas africain », eh bien, je leur souhaite bon courage avec leurs petits bras à muscler, parce qu'ils vont toujours penser le monde comme leurs ancêtres. Ils vont penser le monde comme des Africains. Ils ne seront jamais des Européens. Un Européen ne sera jamais un Africain parce que c'est une question de pensée symbolique. Dis-moi comment tes ancêtres pensaient le monde, je te dirai comment tu t'exprimes et je te dirai surtout qui tu es. Parce que demain, il est question du devenir, par exemple, de nos territoires, le devenir de la Martinique. Eh bien, cette pensée symbolique africaine va se manifester, que l'on le veuille ou pas. Parce qu'il y a un modèle qui est pérenne. Nous savons qu'il a marché puisqu'il a duré plusieurs dizaines de milliers d'années. Oui. C'est le modèle le plus stable. Non, mais ce qui est très, très, très fort dans l'ouvrage aussi, c'est le fait que nous pratiquons des choses que nous avons désymbolisées parce que nous n'avons pas la connaissance. Mais dès qu'on récupère cette connaissance qui est spoliée, qui n'est pas enseignée parce que nos
peut-être que nos éducateurs eux-mêmes sont désinvestis de tous ces savoirs-là, ben, dès qu'on se réapproprie ce savoir, tout d'un coup, on est propulsé dans un autre univers et on a l'impression qu'on a perdu beaucoup de choses, mais ça va très très vite de se réapproprier la symbolique, cette pensée symbolique, mais aussi de se dire, être africain, comme vous venez de le dire, c'est pas seulement une question de couleur de peau, parce que l'idéologie du métissage est là aussi pour vous faire croire qu'en vous diluant, ben vous faites disparaître votre africanité. C'est ce qu'on vous dit parce qu'on ne vous a pas livré la culture qui va avec la peau noire et les cheveux crépus. Cette culture-là, nous avons des chercheurs qui travaillent dessus. Et comme je vous le disais, ça n'est pas grave si vous n'êtes pas d'accord, mais appropriez-vous tout ce que vous pouvez, ce dont vous pouvez vous approprier, parce que c'est un enrichissement et vous allez voir que vous devenez beaucoup plus conscient de vous-même, puisque tout d'un coup vous vous dites, eh bien, Monteka fait ça, et ça nie tel sens, ça nie tel site. Donc voilà, c'est un conseil, parce qu'il faut qu'on soit plus entier. Il ne faut pas qu'on soit un macaillage des autres qui ont besoin de nous faire croire qu'on n'a rien apporté à l'humanité. Ben, vous voyez là, vous avez tout gardé. Même les fêtes des religieux, la chrétienté, eh bien, vous les avez utilisées pour y loger vos traditions. Voilà, c'est ce qu'on apprend à mesure qu'on avance. Donc, moi, j'ai envie que vous nous disiez quelques mots sur le bébé doc, le secret de bébé doc. Ça va intéresser beaucoup aussi nos téléspectateurs. C'est un roman. Oui, c'est un roman, comme disait un journaliste de chez nous, un roman mystico-historique. Parce qu'en réalité, ce roman est tiré de faits réels. Et des faits qui ont leur incidence jusqu'à nos jours. Alors, dans ceci, ce sont les extensions en fait de la recherche que je mène, parce qu'en réalité, je m'aperçois que Haïti a conservé énormément. Voilà, les métaphores qu'on retrouve en égyptien ancien, on les retrouve manifestées beaucoup plus fortement encore à Haïti. Les formes grammaticales, des formes qui ont disparu partout ailleurs, on les retrouve à Haïti. Ouais. Voilà. Quand par exemple Kacha chante Napralé aux ananas, mais les formes verbales qui marquent l'intentionnalité en sédiem Khalef, eh bien c'est ça qui est devenu pral fond bagaille. Mais les mots qui commencent par des consonnes et qui sont bok, etc., comme ça, comme s'il faut respirer. Puis, oui. Et dans la langue africaine, haïtienne, on a énormément de ces formules-là que nous avons aujourd'hui du mal à prononcer. Bien sûr, parce que nos territoires ne subissent pas l'amuissement de certains sons de la même manière. Voilà. Il y a des sons qui existent encore chez nous, qui ont disparu par exemple à Haïti, mais il y a beaucoup de choses qui ont déjà disparu de nos territoires. C'est du fait du contact avec la modernité européenne, mais qui ont été préservées à Haïti. Et c'est une vraie merveille de les étudier. Et donc, dans cette dynamique-là, je me suis retrouvé à m'intéresser beaucoup à Haïti. Et c'est comme ça qu'en 2015, je tombe sur un article rédigé par un journaliste et je tombe des nues. Parce que nous, tous ceux qui avaient la vingtaine en 1986, ou autour de la vingtaine, nous avons suivi à la radio, à la télé, des épisodes de ce déchoucage de Jean-Claude Duvalier. Et on se disait, partira pas, il fait de la résistance et tout. Mais nous étions vraiment très loin de nous imaginer que ce qui s'était passé et comment dans les circonstances réelles de son départ. Alors, il faut savoir que depuis 1985, ça ne va pas. Le pays, vraiment, est dans une grande agitation. Et sa question, c'est de savoir, mais comment il va faire pour conserver le pouvoir ? Et donc, il va rencontrer les forces vives, les forces économiques. Il va rencontrer après la conférence épiscopale, c'est-à-dire l'Église catholique. Il va rencontrer la conférence des pasteurs protestants. Mais un de ses proches conseillers lui dit « Ah, mais oui, mais Haïti a une très grande richesse culturelle. Vous ne pouvez pas rencontrer les sommités de l'Église catholique et protestante et ne pas rencontrer les grands initiés du vaudou. » Et lui, qui n'est pas du tout dans ses considérations, mais il traîne la jambe pour le faire. Mais il finit par accepter parce qu'on lui fait comprendre que c'est bon pour l'équilibre du pays qu'il manifeste ce geste-là.
Et lui, il s'attend à ce qu'on lui fasse une séance de divination, après qu'on lui dise, voilà, on va faire tel rituel, ça va calmer le peuple et vous allez rester au pouvoir. Et en réalité, il reçoit une douche froide parce que ces 8 grands initiés vont lui faire des prédictions, vont lui expliquer pourquoi il ne peut plus conserver le pouvoir, parce qu'on va lui dire, dans 21 jours, vous êtes parti, et si vous persistez, vous mourrez. Et, bon, on va lui expliquer un certain nombre de choses, on va lui expliquer quelles sont les erreurs qu'il a commises, et qui font qu'il ne peut pas se maintenir au pouvoir, qu'il a, en négligeant certains aspects, les forces mystiques du pays, qui ont comment j'allais dire, qui ont présidé à la création, à la fondation de la nation haïtienne, et qui protègent le pays depuis. Ils sont encore là. Depuis Dessalines. Ils se manifestent depuis Dessalines, depuis Bois-Caïman. Et ils sont encore là et il ne faut pas les négliger. Or, il les a négligés et pour ces raisons-là, eh bien, il doit partir. Il a commis des erreurs, il doit partir. Mais en plus de ça, ils vont lui dire quel va être le destin d'Haïti de 1986 jusqu'à 2036. Mais avec une précision et avec aussi une précision concernant tous les événements qui vont se dérouler. Mais là, vous parlez de grands initiés du vaudou haïtien. Ils ne sont pas venus du Bénin. Non, ce sont des grands initiés, ce sont des gens qui vivent le plus souvent retirés du monde. Certains même habitaient dans des grottes. Vous savez, il faut savoir qu'ils n'ont pas contact. Ce sont vraiment des gens qui sont dans une dynamique du respect de la vie, de la nature. Et donc, ces personnes-là vont se déplacer spécialement. Et la réunion qui a commencé à 9h du matin va s'achever vers les 15 heures. Donc, vous vous imaginez 6 heures de consultation. Et ils vont lui dire qui c'est qui, jusqu'à 2036, va gouverner le pays. Avec des phrases codées, bien évidemment, parce que si Duvalier est au courant de qui pourrait prendre le pouvoir, il aura vite fait de les identifier et de les éliminer pour conserver le pouvoir. Mais on lui dit... Et tout ceci, depuis 1986, se vérifie avec la précision d'une horloge atomique. C'est ça qui est extraordinaire. Mais ça, c'est le texte que vous avez trouvé du journaliste? C'est le texte du journaliste, plus un travail de recherche. Alors, en 2015, quand je tombe sur cet article, je me dis, voilà toute la trame dramatique qui pourrait être un support à une pièce de théâtre, parce que moi... instinctivement, il me vient à l'idée qu'il faut que les lecteurs, il faut que nous qui sommes voisins d'Haïti, nous soyons au courant de ces choses. Parce qu'en fait, ils ont expliqué qu'au bout de toutes ces années, eh bien, Haïti va redevenir une nation prospère. Il y a énormément d'événements qui vont arriver, qui vont survenir. Et nous sommes des voisins à côté. Donc cela, de toute façon, ça va nous concerner. Et puis il y a des questions fondamentales. On apprend à décoder un certain nombre de phénomènes qui nous arrivent ici en Guadeloupe, en Martinique, et pour lesquels nous n'avons pas les clés. Mais eux, ils apportent ces solutions. Donc il était important pour nous de comprendre, par exemple, pourquoi la révolution de 1802 en Guadeloupe échoue. Par exemple, parce que ils étaient en contact avec ceux qui menaient la lutte en Haïti, qui leur avaient dit, il faut faire un Bois-Caïman, il faut faire des cérémonies pour demander l'accompagnement des ancêtres. Et eux, qui étaient déjà, certains, c'était des mulâtres, qui étaient plus inspirés par le siècle des Lumières et tout. Voilà. Ils voyaient ça un peu comme de la superstition. Et résultat, ils se sont plus alliés ils ont plus rejoint les idées des mulâtres haïtiens. Oui. Des mulâtres haïtiens. Ce qui s'est passé, c'est que pendant cette révolution, ces mulâtres haïtiens ont été égorgés par l'armée française, ils ont disparu. Et nous, par exemple en Guadeloupe, Delgrès, Ignace et tout, eh bien, ils n'ont pas eu la force qui aurait pu les aider à remporter la victoire qu'ils faisaient. Donc c'est une interrogation aussi pour nous, hommes et femmes de 2020, sur notre destin, notre chemin. Et on voit bien que la force mystique, elle est toujours là. Elle est toujours là. Mais comment expliquer alors je ne sais pas dans les prédictions comment c'est évoqué, mais
En Haïti, vous avez l'influence de toutes les églises du monde et le peuple est très, très divisé. On est presque parfois dans des situations de guerre civile. Comment Haïti va sortir de ces conflits religieux? Parce que les Américains, bien sûr, et puis les écoles, les églises évangéliques, ou je ne sais plus, vraiment le pays est quadrillé par ces églises. Dans la Caraïbe, les États-Unis et l'Europe, la France avec, se disputent la Caraïbe par personnes interposées. Donc, les par protestants, religion. c'est les États-Unis, les cathos, c'est plutôt la France et une partie de l'Europe. Et c'est vrai que après avoir vaincu l'armée la plus puissante du monde, qui était l'armée napoléonienne, il y a deux choses qui arrivent, c'est qu'ils se disent, eh bien, il faut qu'on récupère ce territoire, mais on ne peut pas le récupérer militairement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va demander à organiser les choses de telle manière, à réorganiser l'Église catholique en Haïti. Et donc, ils vont prendre en charge l'éducation des enfants et on va leur apprendre à détester leur culture, détester leur tradition, c'est très fort. Dénoncer. Et ça, c'est pas pour que les gens comprennent, c'est pas des choses, ce sont pas des choses qui se disent à la légère, c'est sur le terrain. Non, mais sur le terrain, vous le vérifiez, c'est très concret. Bien sûr. Et donc, à partir de ce moment-là, un enfant qui vient faire sa première communion, qui reçoit le baptême, eh bien, on va demander aux parents de dénoncer si, par exemple, le parrain, c'est un Ougan. Voilà. De dénoncer s'il y a une mambo dans le coin. Et donc, on va mener aussi des vendettas contre les vaudouisants. Beaucoup de massacres. Ils vont même aller à Bois-Caïman et couper des arbres. Bon, à leur risque et péril, bien évidemment. Et voilà le travail qui a été fait parce que il était hors de question que les Haïtiens continuent à utiliser cette force mystique pour se défendre. Il fallait les en déposséder. Et ce travail-là a été fait. Alors, on a par exemple, du temps du président Boyer, le 4e président d'Haïti, un nonce apostolique qui se présente et qui dit qu'il vient pour réorganiser en forme de diplomatie, pour réorganiser l'Église catholique. Michel de Glory, c'est le nonce apostolique. Mais ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est que c'est un espion de Charles X. Donc, dans sa soutane, il présente bien, en fait, et personne ne se méfie. Mais seulement, le président Boyer, avant que, lors d'une de ses prêches, il a dit ceci: nous demandons aux anciens esclaves de regagner les habitations de leurs maîtres. Il se dit, ouh là là, mais qu'est-ce qu'ils sont venus faire là? Ils sont venus rétablir l'esclavage. Et par la puissance du verbe prononcé lors de ces prêches, où la population est vraiment sous le charme, tétanisée, eh bien, ils sont en train d'organiser une contre-révolution. Surtout que l'illettrisme est très fort. Très fort. Et ils n'enseignent pas, parce que l'enseignement n'est pas gratuit, je crois. Ils n'enseignent pas, mais ils viennent effectivement endoctriner. Donc c'est très, très violent. Et donc, ce que fait Boyer, c'est qu'il attend un certain moment. Boyer, c'était quelle époque déjà? Alors, c'est le 4e. Oui, c'est 1800, c'est le 4e. C'est le 4e président. Ouais. Et il dit cela. Il fait débarquer l'armée. Ils arrêtent tout ce beau monde. Ils reçoivent une belle raclée et le lendemain, ils sont mis sur un bateau. Et quand on vient lui dire que la délégation du Vatican a pris la mer et qu'ils vont bientôt prendre le large, il dit: canonnez-moi ça. Et ça, c'est une première chose. Mais après, ils reçoivent encore d'autres attaques. Quelle attaque? Avant qu'au sein des loges maçonniques, ils ont reçu le message suivant: vous êtes indépendants administrativement, vous êtes indépendants militairement, mais spirituellement, vous êtes encore dépendants du Grand Orient de France. Et Boyer aura cette décision. Il décidera de fonder dès lors le Grand Orient d'Haïti pour être vraiment indépendant de toute influence européenne. Bon.
Aujourd'hui, il faudrait mettre des parenthèses parce qu'ils ont quand même réussi à leur coup, parce qu'on s'aperçoit que les politiques qui nous apparaissaient comme étant des politiques publiques françaises, eh bien, elles sont appliquées. Nous avons connu, par exemple, cette opération où on éliminait les porcs parce qu'il y avait un phénomène de peste porcine. Mais le même phénomène s'est passé en Haïti. La stérilisation des femmes dans les années 70. Les mêmes politiques. Dans toutes les colonies françaises, d'ailleurs. Ben oui. Oui. Mais alors, cette question-là, c'est le drame qu'on va retrouver aussi sur tous les territoires africains. Hein, toutes les religions, les grandes puissances se partagent donc les zones d'influence et ils vont avec leur religiosité, leur christianisme ou leur protestantisme, etc. Et les Africains, comme les Haïtiens, se déchirent. Nous, c'est parce qu'on est, je crois, 80-90% chrétiens qu'on n'a pas tout à fait ces formules-là, mais on les a à petite échelle. Les témoins de Jéhovah, les évangélistes, les ci, les ça. Et donc, on a ces petites guéguerres qui démantèlent beaucoup de familles. Puisque les vrais frères, les vraies sœurs ne sont pas ceux-là voilà. Alors, comme je vois que le temps avance. On a maintenant le voyant vert, je voulais que vous nous disiez, puisque vous avez dit que ce qui a été prévu va se réaliser. Les prédictions vont se réaliser. Se réalisent et vont se réaliser. Donc Haïti est censé, d'après ces prédictions, sortir de l'ornière dans laquelle elle a été placée. Elle a été placée et ces millions d'Africains, parce que je pense qu'il y en a aujourd'hui des millions qui sont partis dans le monde. Ils vont rester dans le monde ou ils reviennent construire leur nation? Alors, très bonne question. Alors, je vais déjà dire un certain nombre de choses. Oui, parce qu'on a... très rapidement, Duvalier, on va lui dire par exemple que 24 ans après son départ, il y aura un tremblement de terre qui fera 300 000 morts. On lui dira qu'un jour, à sa place, il y aura un danseur de carnaval. Mais on lui dira aussi que à un certain moment, il y aura un président... Le danseur, c'était qui? Jimmy machin? Non, Michel Martelly. Michel Martelly, ah oui. Et ils ont donné... il faut savoir qu'en fait, ce qu'ils ont expliqué, c'est que des présidents qui ont gouverné Haïti au 19e siècle vont revenir au pouvoir. Ah, oui. Et donc, tout est codé comme ça, parce que il y a eu Saint-Fort de Pradine qui avait gouverné à un certain moment. Et en fait, Michel Martelly, c'est un descendant de Saint-Fort de Pradine. Oui. Aujourd'hui, ce qu'Haïti attend... Mais il y a un descendant de Dessalines aussi. Oui, qui peut revenir. Mais qui sont déjà revenus et qui ont déjà gouverné, ils ont déjà fait leur temps. Mais en fait, il y aura une période où les temps seront instables. Mais ce qu'Haïti attend aujourd'hui, c'est le retour de Lysius Salomon Jeune, qui était un président qui avait amené une grande stabilité, notamment économique. À l'époque de sa gouvernance, il fallait $50 américains pour faire une gourde haïtienne. Et c'est ce qu'on attend aujourd'hui. Haïti a plus de 60 ressources minières stratégiques. On parle de l'or, du cobalt, de l'uranium, c'est ce que veulent les Canadiens, de l'argent. Les Canadiens les exploitent déjà, ces ressources-là. Les Américains et la France, en plus en retrait, mais toutes ces puissances sont intéressées par Haïti sans que les gens ne comprennent pourquoi, parce qu'on ne parle pas des ressources minières d'Haïti. Absolument. Absolument. Haïti est d'une richesse extraordinaire. Mais il y aura un changement parce que l'Europe et les États-Unis vont connaître aussi leur destin. Voilà. Oui. Bon, alors, c'est passionnant. On a encore envie d'en parler, chers amis. J'espère que ça vous donnera le... Et puis, Haïti, c'est nous, ça nous tient beaucoup à cœur. Et j'entends des gens qui critiquent qu'il y ait des immigrés. Ils ne critiquent pas les autres, mais les immigrés haïtiens les dérangent un peu à la Martinique. Si vous permettez, beaucoup de ces immigrés haïtiens sont des descendants de Martiniquais et de Guadeloupéens qui ont quitté Haïti, qui ont quitté la Guadeloupe et la Martinique dans les 20 années qui ont suivi l'abolition de l'esclavage pour aller vivre dans une vraie nation libre qui est Haïti. Et il y en a qui ont encore des patronymes de gens d'ici. Absolument. Donc vous voyez, ceux-là que vous critiquez, ils sont peut-être issus, sont des gens qui sont issus d'ici. Mais voilà. Nous n'avons pas parlé de Duvalier, mais le destin de Duvalier touche directement la Martinique. L'histoire de Duvalier dans la Caraïbe commence par la Martinique. Il est d'origine haïtienne. Ça touche la Guadeloupe, ça touche les États-Unis.
États-Unis Oui, oui. avant de toucher Haïti. Bien sûr, il est d'origine martiniquaise, on l'a signalé assez, et voilà. Voilà, donc c'est passionnant, on pourrait continuer encore, mais chers amis, j'espère que vous aurez envie de découvrir les livres, c'est plein d'idées nouvelles. Voyez, au lieu de rester dans des choses qui sont molles, qui ne nous donnent pas de consistance, ni une vue de nous-mêmes, une vision de nous-mêmes solide, debout, qui nous donne envie d'introspecter, de chercher, de pousser, de ne pas avaler les idées toutes faites qu'on nous a avancées. Voilà, j'espère que vous avez là de nouveaux ouvrages ou des angles de vue, des études, et puis pourquoi pas un bébé-doc pour la lecture, dont la lecture est très simple, me semble-t-il, c'est un roman. Donc voilà, allez-y, renseignez-vous, documentez-vous, enrichissez-vous, et puis parlez autour de vous de ce qui vous a frappé, cherchez, et puis essayez de voir, de remonter à monsieur Divial Jean-Luc, alias Diolo. Un téléphone, si vous voulez leur donner. Alors, ou bien un lien pour vous toucher. Alors, sur Facebook, très simplement, vous tapez Ouchikam ou Le Secret de Baby Doc. Vous pouvez me joindre. Ou alors Jean-Luc Divial Hamlet. Jean-Luc Divial Hamlet. Voilà. Jean-Luc Divial Hamlet, H-A-M-L-E-T. Et L-E-T, c'est ça? Oui. Et donc, vous pouvez lui écrire. Et laissez vos messages ou posez vos questions. Il est en conférence assez régulièrement, en Guadeloupe ici aussi, hein, il est invité. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous allez, que vous comprenez aussi un peu comment je travaille dans le contact que je maintiens, j'entretiens avec vous, hein, et que il faut que tout le monde bénéficie du savoir. Et donc nous pensons à nos gens qui ne sont pas des académiciens et qui ont besoin aussi de grandir, puisque nous faisons ce travail-là pour tout le monde, tous ceux qui trouvent de l'intérêt à mieux se connaître. Je vous souhaite de passer, de bien reprendre le rythme de vie de rentrée, et puis de continuer à vous cultiver. Puis si vous voulez me toucher, passez par Zouk TV. Merci à la technique, à Zouk TV, qui nous permet de vous toucher également et d'être dans ce rapport de proximité qui nous est nécessaire, en tout cas, pour nous parler. Merci, bonne soirée et à bientôt.